Okay, U.S. President Donald Trump now signaling he could impose tariffs on Canadian fertilizer. What does this mean? We're joined by William Pellerin, partner and international trade lawyer at McMillan. And William, thanks as always for joining us. Happy to be here, Roger. Okay, so a month ago, the White House said that there would be no reciprocal tariffs on fertilizer. Now we're here and they're mulling it, they're musing about it. What has changed? Au milieu des décisions économiques et des réponses institutionnelles, certains mouvements révèlent des changements discrets, mais structurels, dans l'équilibre entre politique intérieure et réaction internationale. Le 25 décembre, lors d'une déclaration informelle transmise à ses partisans à Mar-a-Lago, le président Donald Trump a de nouveau fait des déclarations sur la souveraineté économique et les relations commerciales qui, selon les observateurs de la politique étrangère, ont dépassé les limites attendues pour le discours d'un dirigeant national, même en période de pré-campagne. Entre des déclarations sur la réindustrialisation forcée, les tarifs punitifs et la souveraineté énergétique, Trump a directement mentionné le Canada comme un pays totalement dépendant des États-Unis et a suggéré qu'il serait plus logique d'intégrer le territoire comme une extension fonctionnelle du marché américain. Cette phrase, bien que dépourvue de propositions formelles, a eu des effets immédiats sur l'environnement institutionnel canadien. Le jour même, sans attendre les déclarations du cabinet fédéral à Ottawa, des associations civiles et des réseaux de consommateurs ont lancé des campagnes en ligne en faveur d'un boycott volontaire des produits américains, se concentrant dans un premier temps sur les boissons alcoolisées, en particulier le bourbon de l'État du Kentucky. En moins de 48 heures, les plateformes de commerce électronique, les distributeurs et les établissements du secteur alimentaire ont commencé à signaler une baisse brutale des commandes, tandis que les réseaux sociaux consolidèrent le hashtag exprimant le rejet collectif des déclarations américaines. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Bien qu'il s'agisse d'une déclaration non officielle, sans valeur normative immédiate, ce geste a été interprété comme la réactivation d'un schéma d'hostilité qui avait déjà affecté les relations entre les deux pays lors de mandats précédents. L'absence de réaction institutionnelle de la part des figures centrales du Parti républicain a accentué le sentiment que cet épisode ne serait pas traité comme un cas isolé. Même face à la réponse coordonnée du secteur productif canadien, les sénateurs liés aux États exportateurs ont choisi de garder le silence. Et les canaux diplomatiques officiels ont maintenu un niveau de réponse technique et modéré sans convoquer de réunions bilatérales ni demander d'éclaircissements. Dans le Kentucky, la première réaction publique est venue des syndicats industriels, en particulier des représentants de la catégorie qui travaillent dans les distilleries historiques de la région centrale. Dans un communiqué publié 2 jours après Noël, la fédération locale a déclaré que l'arrêt des commandes avait déjà affecté les niveaux de production et que des mesures préventives étaient à l'étude face à la possibilité d'une suspension des contrats temporaires. Sans citer directement le président, le document souligne que les décisions politiques fondées sur une rhétorique agressive ont des conséquences matérielles concrètes pour les travailleurs et leurs moyens de subsistance. Cette position a été reprise par les journaux régionaux, mais n'a reçu aucune réponse de la part des représentants fédéraux élus de la région, y compris le chef de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, dont la base politique et économique est profondément liée à l'industrie du bourbon. Parallèlement au recul des commandes commerciales, des rapports internes d'entreprises du secteur ont fait état d'une baisse pouvant atteindre 85% du volume des exportations vers le Canada au cours des dernières semaines de décembre, avec des perspectives d'aggravation si la tendance se maintient. Certaines distilleries ont choisi de suspendre temporairement leurs équipes de production, invoquant des raisons techniques et des ajustements opérationnels. Mais des documents fiscaux obtenus par des analystes montrent un recul des flux de trésorerie directement lié à la baisse des exportations. La faillite d'une des plus petites marques régionales, enregistrée début janvier, a renforcé la perception d'un risque systémique pour le secteur. La réponse du marché canadien a suivi un schéma qui a attiré l'attention des observateurs de la politique commerciale internationale. Il n'y a eu ni sanctions formelles, ni tarifs de rétorsion. Ce que l'on a vu, c'est un boycott de nature civile, spontané dans sa forme, mais très efficace dans son impact, touchant spécifiquement les segments associés à des personnalités politiques ayant historiquement soutenu les politiques commerciales de Trump. Pour certains experts, la nature décentralisée de la réponse confère à cet épisode une importance institutionnelle particulière. Il s'agit d'une réaction organisée, non pas par les gouvernements, mais par les consommateurs, qui échappent aux mécanismes traditionnels de résolution des différends commerciaux entre États.
Ce déplacement de la réponse institutionnelle vers le domaine social met en évidence un changement dans le modèle de vulnérabilité des chaînes de production lié à des dirigeants politiques ayant un fort impact rhétorique. Dans ce sens, le cas du Kentucky est désormais considéré comme un signe possible de l'épuisement de certains modèles de protection économique basés exclusivement sur la protection législative et l'accès aux subventions fédérales. Il n'existe pas encore d'estimation consolidée sur les dommages à moyen terme. Mais les premiers indicateurs financiers suggèrent que la reconfiguration des préférences de consommation sur le marché canadien ne sera pas inversée immédiatement, même en cas de rapprochement diplomatique. Cette possibilité modifie le calcul du risque des entreprises qui, jusqu'alors, considéraient leur dépendance vis-à-vis des exportations vers le Canada comme un avantage concurrentiel stable. La portée de cet épisode provoque déjà des réactions indirectes dans d'autres États ayant un profil d'exportation similaire, tels que le Tennessee et le Missouri, dont les secteurs des boissons et des aliments transformés ont entamé des révisions internes sur leur exposition au boycott informel et la perception internationale du risque politique. L'absence de coordination nationale de la réponse des dirigeants républicains, associée à la poursuite du discours conflictuel de Trump, contribue à prolonger le climat d'incertitude. Même si cet épisode trouve son origine dans un discours non normatif, la nature répétitive du discours et l'ampleur des conséquences commerciales qui lui sont attribuées mettent en évidence la fragilité de secteurs hautement symboliques de l'économie américaine face à des réactions externes informelles, mais systématiques. Dans des moments comme celui-ci, il devient de plus en plus important de suivre attentivement les développements institutionnels en prêtant attention aux signes discrets qui indiquent des changements dans les mécanismes traditionnels de réaction et d'adaptation économique. C'est pourquoi cette chaîne cherche à offrir des analyses continues, fondées sur des faits et des interprétations multiples, sans recourir à des raccourcis émotionnels ou à des simplifications. C'est dans ce contexte que l'épisode impliquant l'industrie des boissons du Kentucky cesse d'être une simple conséquence isolée d'un discours présidentiel, et s'inscrit dans un ensemble plus large de signes indiquant une vulnérabilité institutionnelle croissante face à des réponses qui opèrent en dehors du cadre réglementaire traditionnel. L'absence de mécanismes formels encadrant les boycotts civils en tant qu'instrument de pression interétatique n'empêche pas leurs effets de s'accumuler avec une intensité comparable à celle des sanctions économiques formelles. À partir de là, la réaction du marché canadien commence à être analysée par des juristes spécialisés dans le commerce international sous le concept de souveraineté du consommateur. Un principe qui, bien que reconnu dans les études universitaires et dans certaines directives de commerce éthique, est rarement mobilisé avec un tel degré d'efficacité et de cohésion. La convergence entre le comportement des consommateurs, le discours politique et l'impact économique renforce l'hypothèse, selon laquelle de nouveaux acteurs institutionnels gagnent en importance sur la scène internationale sans recourir aux instruments classiques de rétorsion étatique. Ce déplacement du pouvoir de décision modifie la prévisibilité des flux commerciaux et impose des défis supplémentaires aux entreprises qui comptaient traditionnellement sur la stabilité normative garantie par des accords formels. L'absence de contrôle sur les décisions décentralisées en matière de consommation oblige des secteurs entiers à revoir leur stratégie de communication, leur positionnement et même leur exposition à des discours qui, même s'ils ne sont pas contraignants, affectent directement la perception de la légitimité des marques sur les marchés étrangers. Le cas des distilleries du Kentucky illustre clairement cette nouvelle situation. Ce qui était auparavant une chaîne de production consolidée grâce à des facteurs tels que la tradition, la reconnaissance internationale et le soutien politique local, est désormais confronté à une reconfiguration structurelle de son marché d'exportation principal. Les entreprises qui avaient investi dans l'expansion et la modernisation sur la base de projections stables de la demande sont désormais confrontées à une combinaison de ralentissement brutal, de difficultés de liquidité et d'incertitudes quant à la réversibilité de la situation. Certaines ont tenté de réagir par des campagnes de repositionnement ou en mettant l'accent sur les caractéristiques régionales et historiques du produit. Mais ces stratégies se heurtent à des obstacles créés par l'association directe du secteur à un leadership politique, dont la rhétorique est désormais interprétée comme offensive dans le contexte international, contrairement à une crise conventionnelle de la demande dans laquelle des facteurs économiques tels que le prix, l'offre et les substituts jouent un rôle central. Ce que l'on observe ici est un changement motivé par des variables liées à la réputation et à la perception de l'alignement politique. Cela impose une difficulté sans précédent aux gestionnaires du secteur, qui doivent faire face aux effets de décisions qui ne relèvent pas de leur sphère de contrôle, mais qui affectent
directement leur viabilité commerciale. Cette convergence aide à comprendre pourquoi l'impact de la réaction canadienne a été suivi de près par les analystes du risque politique et les organismes de surveillance du commerce international. Des rapports récents élaborés par des cabinets de conseil liés au secteur financier indiquent que la baisse du volume des exportations de bourbon vers le Canada est la plus importante jamais enregistrée depuis la création des registres modernes de la balance commerciale entre les deux pays. Cette baisse dépasse, en proportion, les épisodes précédents de différents tarifaires formels tels que ceux qui se sont produits dans les années 90 lors de la renégociation de l'ALENA. La différence fondamentale réside dans l'origine non institutionnelle du mouvement actuel, ce qui rend difficile toute tentative de négociation ou de renversement via des mécanismes de résolution des différends. Sans interlocuteur officiel du côté canadien, il n'existe aucun canal diplomatique permettant d'agir directement sur la cause du boycott. En se tenant à l'écart du mouvement, le gouvernement canadien légitime sa nature civique et empêche qu'il soit traité comme une mesure étatique susceptible d'être sanctionnée au niveau multilatéral. Il s'agit donc d'un phénomène qui échappe à la logique traditionnelle des relations commerciales entre États et impose une réorganisation des modes d'action internationale des entreprises américaines fortement dépendantes de leur image publique. Ce changement met également en évidence une asymétrie croissante entre le discours politique national et les effets internationaux de ces répercussions. La stratégie de Trump, fondée sur une rhétorique de force et d'autonomie absolue, repose sur l'hypothèse que l'économie américaine conserve une position suffisamment dominante pour supporter des frictions bilatérales sans préjudice structurel. Cependant, les données les plus récentes indiquent que cette hypothèse commence à s'effriter face à l'évolution de la sensibilité des marchés extérieurs, en particulier dans des contextes de forte visibilité politique. Le remplacement des produits américains par des alternatives canadiennes, irlandaises ou écossaises ne se contente pas de reconfigurer les préférences de consommation. Il établit également de nouvelles routines qui peuvent perdurer même après une éventuelle reconfiguration diplomatique. Ce facteur est particulièrement sensible dans des secteurs tels que celui des boissons alcoolisées, où la tradition et l'identité culturelle du produit sont des éléments centraux de son attractivité commerciale. Une fois le centre de consommation déplacé, le reconstruire nécessite du temps, des investissements et un discours public capable de dissocier l'image du produit de son lien antérieur avec le discours politique qui l'a compromis. Partant de ce constat, certains parlementaires d'État ont commencé à organiser des audiences publiques et des réunions sectorielles afin d'évaluer l'impact économique local du recul des exportations. Dans le Kentucky, les dirigeants du Parti démocrate ont intensifié leurs critiques à l'égard des représentants fédéraux républicains, arguant que l'absence de positionnement contribue à la détérioration de la crédibilité institutionnelle de l'État auprès de ses partenaires commerciaux. Les gouverneurs des États directement ou indirectement touchés ont également commencé à faire pression pour une révision de la rhétorique étrangère adoptée par Trump et ses alliés. Non pas en raison de divergences idéologiques, mais pour des considérations pragmatiques liées à l'impact économique. La tension générée par cette pression interne ne s'est toutefois pas encore traduite par des réponses publiques de la part des dirigeants républicains nationaux. Le maintien de l'alignement stratégique avec le président reste une priorité pour une grande partie du parti, même face à des signes concrets indiquant que cet alignement pourrait entraîner des coûts croissants pour des secteurs fondamentaux de l'économie de l'État. Cette dissonance entre loyauté politique et responsabilité économique représente l'un des points les plus délicats de la dynamique partisane américaine actuelle. C'est dans ce type de scénario que le suivi journalistique devient encore plus nécessaire. Non seulement pour enregistrer les faits, mais aussi pour contextualiser les forces institutionnelles en jeu, leurs tensions internes et les effets secondaires souvent ignorés dans les analyses superficielles. Ici, nous continuons à rassembler les éléments essentiels pour comprendre comment les décisions publiques se répercutent sur le fonctionnement des structures économiques et sociales qui soutiennent le pays. Selon des analyses récentes et des informations recueillies auprès de groupes techniques, le maintien du boycott canadien et ses effets internes aux États-Unis ont commencé à être examinés sous des angles de plus en plus divergents, y compris parmi les secteurs institutionnels qui adoptent traditionnellement une position réservée face à des événements politiquement sensibles. Les experts associés à la Commission du commerce international ont commencé à évaluer la possibilité que l'affaire du Bourbon soit utilisée à l'avenir comme référence dans les discussions sur la capacité d'adaptation des chaînes de production exposées à des chocs de nature réputationnelle. Cette interprétation suggère que la séparation conventionnelle entre politique étrangère
et sécurité économique intérieure est devenue moins nette, élargissant la portée des conséquences attribuées aux déclarations publiques de personnalités influentes sur le plan institutionnel, même lorsqu'elles sont faites en dehors des canaux officiels. Pour certains spécialistes du droit commercial international, le scénario qui se dessine indique que les discours d'acteurs politiquement importants peuvent produire des effets pratiques comparables à ceux de sanctions formelles, même s'ils ne sont pas étayés par des accords multilatéraux ou des processus diplomatiques structurés. Le débat se concentre sur l'absence d'instruments réglementaires capables de répondre aux boycotts d'origine civile, ce qui rend difficile la réparation des préjudices économiques et accroît l'exposition des secteurs productifs associés au discours politique. Certaines interprétations considèrent la réaction observée au Canada comme une expression légitime de l'autonomie du consommateur dans un contexte international marqué par des déséquilibres structurels. Dans cette optique, la décision d'éviter les produits liés à des discours perçus comme offensants peut être comprise comme un exercice individuel de souveraineté, capable de générer des impacts collectifs importants. D'autres interprétations soulignent toutefois les risques d'un tel précédent, avertissant qu'en l'absence de critères objectifs ou d'instances de médiation, les boycotts motivés par des discours ont tendance à prendre un caractère imprévisible, avec le potentiel d'affecter de manière disproportionnée des secteurs entiers de l'économie mondiale. À ce jour, il n'existe pas de consensus sur la manière dont le système international devrait réagir à des mouvements de cette nature. Tant que cette incertitude persiste, les entreprises et les gouvernements opèrent dans un environnement plus volatile, dans lequel les paramètres traditionnels du risque géopolitique doivent être complétés par des mesures liées à la sensibilité sociale et à l'impact sur la réputation. Cette incertitude se reflète également dans le paysage politique intérieur des États-Unis. Les gouverneurs et les législateurs des États sont confrontés à la tension entre la nécessité de protéger les économies locales et la préservation de la cohésion partisane autour d'un leadership qui exerce encore une influence significative sur une partie de l'électorat conservateur. Lors de réunions privées, selon des sources proches des administrations des États, des représentants du secteur privé ont exprimé leur inquiétude quant à la difficulté des institutions à répondre de manière coordonnée aux pertes concrètes de chiffre d'affaires, d'emplois et de participation au marché extérieur. Dans certaines régions, on discute de la création de mécanismes d'aide d'urgence afin de réduire les impacts sur les communautés directement touchées, en particulier celles dont l'économie repose sur la production et l'exportation de bourbon. Ces initiatives se heurtent toutefois à des obstacles liés à la difficulté de séparer les réponses économiques de leurs implications politiques. Toute mesure visant à atténuer les effets du boycott finit, directement ou indirectement, par renvoyer à l'évaluation du rôle joué par le discours présidentiel, transformant les politiques de soutien en source potentielle de tensions partisanes. Du point de vue de la politique économique, les analystes estiment que, même si le boycott canadien perd de son intensité au fil du temps, une partie de ses effets s'est déjà consolidée de manière durable. Le remplacement des produits dans les bars, les restaurants et les commerces contribue à la formation de nouveaux modèles de consommation qui ne s'inversent pas immédiatement. La familiarisation avec des marques alternatives, encouragée pendant la période de restriction, renforce un processus graduel de distanciation par rapport à l'offre américaine, même si des efforts diplomatiques de rapprochement sont déployés. En ce sens, cet épisode est désormais interprété non seulement comme un événement ponctuel, mais aussi comme un exemple d'érosion progressive du marché due à des facteurs de réputation, avec des implications directes pour les stratégies commerciales futures dans différents segments. Le risque associé à l'image, auparavant plus évident dans des domaines tels que la mode, la technologie et l'alimentation, touche désormais plus clairement l'industrie des boissons alcoolisées, et pourrait s'étendre à des secteurs tels que les produits culturels, les initiatives éducatives ou les activités touristiques liées à la projection institutionnelle des États-Unis. Sur le plan juridique, l'absence de réponse corrective formelle a alimenté les débats entre les spécialistes du droit international. Certains courants défendent l'idée que l'Organisation mondiale du commerce devrait revoir ses instruments d'analyse afin d'inclure les épisodes de boycott informel provenant de la société civile, même sans soutien de l'État. D'autres positions soutiennent qu'une telle extension pourrait compromettre la liberté de choix des consommateurs et créer des précédents pour des interventions excessives sur des manifestations légitimes d'insatisfaction sociale. Cette impasse renforce l'impression que le système commercial multilatéral n'est pas encore tout à fait prêt à gérer les conflits économiques fondés sur des dynamiques de réputation.
dont la résolution échappe aux mécanismes traditionnels d'arbitrage. Le défi dépasse le domaine commercial et diplomatique, touchant les fondements même de la gouvernance mondiale dans un environnement de communication accélérée et d'interdépendance croissante. Parallèlement, le débat sur les limites de la responsabilité institutionnelle des anciens présidents pendant les périodes précédant les élections gagne du terrain parmi les juristes constitutionnels américains. La liberté d'expression politique, garantie par la Constitution, est désormais confrontée aux effets concrets que certaines déclarations peuvent avoir sur des secteurs entiers de l'économie et de la société. Bien qu'il n'existe pas, dans le cadre juridique actuel, de dispositif attribuant une responsabilité directe à un président pour les boycotts externes résultant de sa rhétorique. Des propositions académiques défendent des formes de responsabilité indirecte, en particulier en cas de récidive. Ces idées se heurtent, toutefois, à la résistance du Congrès et des associations de juristes préoccupés par le risque d'une politisation excessive du débat juridique. Il en résulte un scénario encore marqué par l'incertitude et l'absence de paramètres normatifs consolidés. À l'approche d'un nouveau cycle électoral, il apparaît de plus en plus clairement que l'épisode impliquant le Canada et l'industrie du Bourbon dépasse le cadre strictement économique. Il s'agit d'un phénomène qui met en évidence, en temps réel, l'interaction entre la rhétorique politique, la sensibilité à la réputation et la transformation des habitudes de consommation à l'échelle internationale. Le système institutionnel américain, en absorbant ces pressions, fonctionne désormais dans un contexte où la prévisibilité des réactions traditionnelles ne garantit plus la stabilité. Le débat ne se limite pas à la durabilité d'un secteur spécifique, mais implique la redéfinition des limites de la responsabilité publique dans l'exercice de l'influence politique. Les tensions de cette nature, qui transcendent les frontières nationales, exigent un suivi attentif et continu des mouvements institutionnels qui façonneront leur développement. Pour notre part, nous continuons à suivre chaque étape de ce processus en rassemblant des éléments qui aident à comprendre comment les discours et les décisions politiques se traduisent en effets concrets sur les travailleurs, les communautés et les chaînes de production. Une observation attentive, exempte de raccourcis émotionnels, reste au cœur de l'engagement pris envers ceux qui cherchent à comprendre avec clarté et profondeur ce qui est réellement en jeu.